Suffelnheim, un petit village en Alsace, c'est là qu'ont toujours vécu Ernestine et ses deux fils, Éric et Jean-Marie. Bon là, on le voit plus grand. C'est lui du milieu, c'est lui là. Ils menaient tous les trois une vie tranquille quand il y a 5 ans, tout a basculé. Depuis, Ernestine se rend chaque jour dans la chambre de Jean-Marie, son fils cadet. J'ai l'impression qu'il est là. Je peux pas me mettre ça dans la tête. Quelqu'un qui est gentil comme ça et qui finit en prison. Jean-Marie, 40 ans, était connu de tous pour sa gentillesse. Pourtant, il est incarcéré depuis 5 ans pour meurtre. Oui, vous voyez sans doute que c'est pas quelqu'un de méchant, d'après la figure. Je le dis pas parce que c'est le mien. Mais un soir d'octobre 2004, Jean-Marie a tué Marc Désiré en l'étranglant. Depuis, quelques kilomètres plus loin, une autre mère vit dans la souffrance, Janine. C'est son fils, Marc Désiré, qui a été tué. Mais pourquoi il m'a tué ce fils, hein? Pourquoi il m'a tué mon fils? Il aurait dû se réfléchir un peu, non? Marc Désiré et Jean-Marie se connaissaient à peine depuis 6 mois. Comment leurs destins se sont-ils croisés? Et pourquoi ce drame s'est-il produit? Entre ces deux hommes, une femme, Mireille. Mariée, elle a 2 amants, Marc Désiré et Jean-Marie. Jean-Marc Jankowski est journaliste, il a couvert l'affaire depuis le début. Apparemment, effectivement, ce serait une rivalité amoureuse qui serait à l'origine de ce meurtre. Il nous emmène sur les lieux du crime. C'est ce chemin qu'ont emprunté Jean-Marie et Marc Désiré. Ils ont fait quelques centaines de mètres et puis la voiture s'est arrêtée sur une clairière. Les 2 hommes ont alors commencé une discussion qui s'est transformée rapidement en altercation. Nous sommes le 16 octobre 2004, il est 20h quand la voiture de Jean-Marie s'arrête au cœur de la forêt. Les 2 hommes se querellent, la cause de leur dispute, Mireille. Marc Désiré aurait sorti un couteau, selon les dires de Jean-Marie. Jean-Marie alors s'est saisi d'une corde qui se trouvait dans la voiture, à l'arrière de la voiture. Et il a tenté de ligoter Marc Désiré, en tout cas c'est ce qu'il a indiqué aux enquêteurs. Toujours est-il qu'il a serré et Marc Désiré est mort par strangulation. Jean-Marie roule ensuite dans la forêt. Il est désemparé. Il décide de se rendre chez son ami Alain. Il me téléphone de devant l'immeuble. Ah, je dis monte. Non, descends. Je dis monte, qu'est-ce que tu me fais? Non, il faut que je t'explique quelque chose. Alain descend. Une mauvaise surprise l'attend. Voilà. Il était environ à l'endroit de ce véhicule. Et quand je suis arrivé, il a commencé à me dire « Je suis mort ». Il était là, comme un zombie, « Je suis mort, je suis mort ». Je lui ai dit « T'es pas mort, qu'est-ce qu'il y a ?» C'est comme s'il ne m'entendait pas. Et puis il est commencé à partir par là, « Je suis mort, je suis mort ». Je ne comprenais pas. Il a fallu que là, je le prenne par le bras, que je le retienne, que je le retourne. Et que je dis, attends, quand tu me fais là, t'es pas mort, qu'est-ce que t'as? J'arrivais absolument pas à comprendre cet état. J'avais jamais vu un état pareil. Jean-Marie est en état de choc. Ses propos sont incohérents. Il me dit, je me suis battu avec l'autre. Si j'avais pas vu son air, mais alors vraiment, comme il était, j'aurais éclaté de rire. Lui, battre, quelqu'un lui aurait fait « il tombait dans les pommes. Hein. Et il dit « je l'ai étranglé ». Bon, je l'ai étranglé, je voyais lui étrangler cette bête, quoi. Et moi comme j'essaye d'étrangler un taureau à main nue, quoi. Hein. Je lui dis « arrête, qu'est-ce que... » Si, je dis « mais attends, il est où ?» Comme il avait si peur, là, il était... Je pensais que c'était de la peur, moi, en fait. Hein. Mais il est où? Il dit, il est là, dans la voiture. Je dis, comment tu l'as ramené? Ah oui, mais il bouge plus. La voiture de Jean-Marie est garée un peu plus loin dans l'obscurité. Et donc, je me suis approché du véhicule et j'ai vu ce Désiré qui avait l'air de dormir, en fait. Il était assis, la tête appuyée contre la fenêtre, de façon naturelle quand quelqu'un dort dans un véhicule. Hein. Et c'est là que j'ai vraiment compris
qu'effectivement ça pouvait être grave et que je lui ai demandé d'aller immédiatement aux urgences, on ne savait pas en fait dans quel état il était. Et il est monté tout de suite dans le véhicule et il est parti à l'hôpital. Arrivé aux urgences, Jean-Marie explique qu'il a étranglé Marc Désiré. Il espère que les médecins pourront encore le sauver, mais il est trop tard. Marc Désiré est mort. Jean-Marie est jugé au tribunal de Strasbourg en 2007. Il plaide coupable, la préméditation est retenue contre lui parce que les enquêteurs s'aperçoivent qu'il a drogué sa victime avec des somnifères avant de l'étrangler. Mais la révélation de ce procès, c'est Mireille. Les deux parties vont découvrir la vie de cette femme. Soi-disant qu'elle était en instance de divorce, que son mari était docteur, médecin. C'est cette femme qui a foutu toute la merde. Il y avait un, c'était son mari. Le deuxième, c'était son amant. Ça, c'était le porte-monnaie. Et le troisième, c'était pour coucher. Jean-Marc est condamné à 18 ans de prison ferme. Il reconnaît son crime, mais il n'accepte pas qu'on l'accuse de l'avoir prémédité. Il décide de faire appel. Alors, si lui, il a réellement tué avec préméditation, je peux vous dire, on est tous des assassins en puissance. Tous. 25 mars 2009, tribunal de Colmar. Le procès en appel de Jean-Marie va commencer. Les deux familles sont assises à quelques mètres l'une de l'autre. Il a brisé deux familles vis-à-vis de ses parents et de la mienne. Mais il est encore là. Oui, lui, il est encore là et moi. Et mon fils, il n'est plus là. J'aurais préféré le voir en prison que vous êtes dans le cercueil. Je voudrais mourir. C'est triste. J'ai un homme comme ça qui n'a jamais fait. Il n'aurait pas fait de mal à une mouche. Des situations comme ça. Ça, c'est. Je préférerais commentaire. Jean-Marie entre dans le box. Cela fait 5 ans qu'il est en prison. Son avocate va tout faire pour convaincre les jurés qu'il n'a pas prémédité son crime. Lui ne supporte pas qu'on ait pu penser qu'il voulait cette mort et qu'il l'aurait prémédité. Ça, c'est une idée. Il n'arrive pas à comprendre ça. La première journée d'audience est consacrée à la personnalité de l'accusé. Une dizaine de témoins et d'amis se succèdent à la barre. Ils dressent le portrait d'un homme doux et gentil. À la barre, sa mère parle de son enfance, d'une grave maladie de peau dont il ne parvient pas à se débarrasser pendant sa vie d'adulte. Il était 2 fois en dermatologie parce qu'il n'avait plus de peau. Sur les jambes, sur les bras. On ne pouvait plus le soigner, c'était plus possible. Mon mari est là, et moi à l'époque. Tout ça, ça lui a fait un complexe. Il ne serait jamais allé à l'école, il ne serait jamais allé au travail avec des manches courtes ou en short. Ça, il ne serait pas sorti de la maison. Cette fragilité a créé des liens très forts entre Ernestine et son fils. À 37 ans, il vit toujours chez sa mère. Les relations étaient, moi-même, je peux dire, des meilleures. Je ne les ai jamais entendus discuter avec sa sœur. Un peu trop de meilleurs, un peu trop fusionnels. C'est surprotégé quand même. Oui. Oui, ça, je le reconnais. C'est pas que j'avais une préférence entre mes enfants, non. Mes 3 enfants, c'est l'un comme l'autre. Seulement ce qu'il y avait, comme il était toujours malade, il fallait que je m'occupe plus de lui. C'était ces maladies qui ont fait ça. Il fallait toujours que je sois là pour lui. Qu'est-ce qu'il serait devenu? Jean-Marie est employé à la mairie de Sulfenheim. Il gère l'accueil du public. Son travail est apprécié. Il s'investit aussi bénévolement dans l'aide aux personnes démunies. Je ne l'ai jamais vu se disputer avec quelqu'un. C'est une chose qui n'était pas dans sa tête. Au contraire. La vie sentimentale de Jean-Marie est un désert. Complexé par les séquelles de sa maladie, il n'a jamais eu de relation amoureuse. Mais en juin 2003, la vie semble lui sourire. Il rencontre Mireille. Elle se présente comme une professeure de sport de 42 ans en instance de divorce.
Comme lui, elle a des activités sociales, elle est visiteuse de prison. Un soir, elle l'invite dans une chambre d'hôtel. C'est la première fois qu'une femme ne le rejette pas. Jean-Marie tombe amoureux. Ils sont ensemble depuis 6 mois quand il présente Mireille à sa famille. Oui. On l'a vu qu'une fois en soi. Je l'ai vu qu'une seule fois. La fois où il est venu avec elle. Ici. Un soir, elle était là. J'étais là aussi. Elle parlait de sa mère. Elle s'occupe de sa mère. Et sa mère est malade, elle s'en occupe. Alors bon, moi, quand j'ai entendu tout ça, je me suis dit, ça doit être quelqu'un de comme il faut. Hein, si elle s'occupe de sa mère, tout ça. La famille de Jean-Marie se réjouit de ce bonheur. Mais Alain, le confident, émet des doutes sur Mireille. J'ai rapidement senti que c'était quelqu'un de spécial. En tout cas, assez spécial pour que, pour une fois, alors que je ne m'occupe jamais de la vie privée d'autres gens, je lui dis « Attention, il y a quelque chose qui ne va pas ». Elle était difficile à suivre, bien sûr. J'aurais été un psy, j'aurais su tout de suite qu'elle était mythomane à fond, mais j'ai pas vraiment percuté, mais je sentais qu'elle n'allait pas. Hein. Peu à peu, Mireille prend ses distances avec Jean-Marie. Ils finissent par rompre. Jean-Marie est malheureux, mais tous les deux continuent de se voir de temps en temps. Ce que Mireille n'a pas dit, c'est qu'elle entretient une relation amoureuse avec Marc Désiré, un détenu qu'elle a rencontré lors de ses visites en prison. La mère de Marc Désiré se souvient bien de Mireille. Ils sont venus boire un café, on l'a accepté, puis tout. Et bon, elle parlait de Marc, oui, il va être en hauteur, il va trouver du travail, on va faire ci, on va faire ça. Chérie ci, chérie ça, on se voit, oui, ouais, et puis tout. Elle était bien, hein, elle était correcte, disons, elle était vraiment correcte. Elle se disait, oui, j'aime Marc, je veux être enceinte de lui, hein. C'était le grand amour, c'était vraiment sa femme, vous voyez. Et c'était vraiment son mec. Marc Désiré a été condamné à 7 ans de détention pour fait de violence. À sa sortie de prison, il n'a ni travail ni domicile. Mireille demande à Jean-Marie de l'aider. Jean-Marie ignore la relation de Mireille avec Marc, mais par amour pour elle, il accepte de lui trouver un logement. Oui, trop beau. Ah oui, c'est vrai ça. C'est vrai. On entend souvent dire ça comme ça, une personne dit ça comme ça, trop beau, trop con. Mais là, en effet, c'est vrai. Sur lui, c'est vrai. Il était trop bon, trop con. Un beau jour, il arrive en me disant voilà, il y a un type qui vient, il a l'air dangereux. Qu'est-ce qui. Ben oui, elle a été visiter ce gars en prison, et certainement qu'elle lui a fait des promesses qu'elle ne peut pas tenir. Et là, il est en train de squatter devant la maison, dans une voiture non assurée, il n'a pas de permis, il a une carabine dans le véhicule, il a un Pitbull, et il a 35 ans, et il a 7 ans, il a déjà fait 7 ans de prison. Ah, j'ai dit, ben ça, bien sûr, sacré candidat. Hein. Un jour, Mireille annonce à Jean-Marie qu'elle est menacée par Marc Désiré. Elle appelle Jean-Marie plusieurs fois par jour et lui envoie des dizaines de textos pour lui demander de l'aide. Je me souviens, il avait tout le temps le portable à côté de lui. Elle lui appelait, Jean-Marie, aide-moi, viens, aide-moi. Il veut me tuer, il veut incendier ma maison. Elle a emballé comme on emballe un paquet, complètement. Et de par, je pense, ses réflexions, il veut te faire la peau, et ainsi de suite, elle a fait chauffer la marmite. C'est pas, elle ne lui, je pense pas qu'elle lui ait dit un jour, va le tuer. Bien sûr que non. Mais elle a fait chauffer la marmite pour arriver à se débarrasser de ce type qui était gênant. Selon tous les témoignages, Mireille est la clé de voûte de ce drame. Pourtant, elle est la grande absente du procès. Citée en tant que simple témoin, elle ne vient pas au tribunal pour des raisons médicales. La présidente, estimant que son témoignage est capital, la somme de venir le lendemain. C'est plutôt qu'elle essaie de se défiler, parce qu'elle a essayé de ne pas venir, hein, et de prendre ses responsabilités. Moi, c'est plus l'impression que j'ai. Parce que si effectivement elle viendra demain, même si c'est en ambulance, on verra bien de son état de santé demain. L'audience de l'après-midi va commencer.
Cette fois, c'est Jean-Marie qui prend la parole pour donner sa version des faits. Il explique que pour éloigner Marc de Mireille, il lui avait trouvé un emploi de jardinier. Ce 16 octobre 2004, il a rendez-vous avec Marc Désiré pour lui présenter sa future employeuse, mais surtout pour lui demander de laisser Mireille tranquille. Comme il appréhende une réaction violente de la part de Marc Désiré, il décide de lui donner des somnifères achetés quelques jours avant pour le calmer. En chemin, il s'arrête dans un bar. Pendant que Marc Désiré est aux toilettes, Jean-Marie glisse 2 comprimés dans son verre. Après le rendez-vous professionnel, Marc Désiré commence déjà à être sous l'effet des médicaments. Mais pour être certain qu'il soit tout à fait inoffensif, Jean-Marie roule près d'1 heure avant de lui parler de Mireille. Quand Marc Désiré apprend que Jean-Marie et Mireille ont une relation, il serait devenu agressif, aurait sorti un couteau et menacé de les tuer tous les deux avant de se suicider. Jean-Marie explique alors avoir voulu maîtriser Marc Désiré en l'attachant à son siège avec une corde. Et c'est la panique qui l'aurait incité à serrer les liens jusqu'à ce que Marc ne bouge plus. Jean-Marie termine son témoignage en disant qu'il regrette son geste et qu'il demande pardon à la famille de Marc Désiré. À un moment, il a dit « Je ne peux qu'implorer votre pardon en s'adressant à vous ». Il n'y a pas de pardon. Pas de pardon. C'est pas pardonnable. Hein. C'était un truc monté parce que maintenant il le regrette. La dernière fois, la première séance, il n'a pas regretté. Vous n'y croyez pas? Non. Fin de la première journée. Le lendemain, 2e et dernier jour du procès. Mireille est là, son témoignage est très attendu. J'attends quand même beaucoup de cette journée, de l'audition de Madame Hoche, qui est quand même le personnage central dans cette affaire. On verra ce qu'elle va dire. Je sais qu'elle avait reconnu, alors de façon première, lors du premier procès à Strasbourg, ben oui, je suis une mythomane, je suis nymphomane, c'est comme ça. D'un air tout candide, elle venait nous dire ça. Alors aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'elle va dire, mais c'est quand même le personnage central de cette affaire. Mireille est venue sur des béquilles avec une attelle. Elle est tendue. Là, vous appréhendez? Oui, ah oui, c'est sûr. C'est sûr, je suis protocole civil. Ils m'ont obligé à venir, donc je suis venue. Moi, je tempère. Il vaut mieux. Vous comptez dire quoi, là, aujourd'hui? C'est juste la relation que j'avais avec les deux. C'est tout. Mon comportement, c'est vrai, enfantin. Comportement immature. Ça, vous le regrettez, ça? Oui. À la barre, elle reconnaît avoir joué avec les sentiments de Jean-Marie au profit de Marc Désiré. Puis elle dresse un portrait peu élogieux de Marc Désiré qu'elle décrit comme quelqu'un de violent. Elle regrette les mensonges qu'elle a faits aux 2 hommes, mais elle ajoute qu'elle n'a jamais demandé à Jean-Marie de tuer Marc Désiré et réfute toute responsabilité dans ce qui est arrivé. Écoutez, je ne sais pas s'il y a encore une femme comme ça au monde. Tout le monde dit ça, elle est fautive là-dedans. Elle n'aurait pas menti et emballé comme ça, ceci ne serait pas arrivé. Après son témoignage, Mireille quitte aussitôt le tribunal sous le regard courroucé de la famille de Marc. Je vais la bousculer. Il a été manipulé par cette dame, c'est tout. Mais il disait qu'ils avaient peur de mon fils, il avait toujours des couteaux sur lui. Et tout ça. Non. Bon, il avait des couteaux au début, mais pas maintenant. Une fois qu'il est sorti, c'était fini. Elle a tout menti. Il faudrait aussi la punir. L'après-midi commence avec les réquisitions de l'avocate générale. Elle maintient la préméditation et demande, au nom de la société, 18 ans de prison ferme contre Jean-Marie. La même peine qu'en première instance. Injuste. Étant donné que nous, on a plus de peine que Madame Mireille. Que vont décider les jurés? Ils se retirent pour délibérer. 2 heures plus tard, le verdict tombe. Jean-Marie est reconnu coupable du meurtre et condamné à 15 ans de prison. Quand il entend que la préméditation n'est pas retenue contre lui, il pleure de soulagement.
C'était important pour vous? Mais effectivement, c'est non seulement effectivement j'étais responsable, c'était extrêmement pénible, voire invivable d'avoir quelqu'un sur la conscience, mais en plus de se voir reprocher d'avoir tout organisé par un tel drame. C'est ça qui était tout ce qui était plus anormal et extrêmement pénible à vivre. Et ça, au moins, aujourd'hui, la décision qui a été prise a rendu la justice, quoi. Est-ce que je peux lui donner la main? Ah, ben c'est pas moi qui vous dire ça, faut demander à... Je demande aux policiers. Je pense que vous pouvez même l'embrasser. Si j'ai le droit. Bien sûr. Bien sûr. On va aller saluer Madame la Présidente. Venez avec moi pour saluer Madame la Moment rare dans une cour d'assises, tous les amis de l'accusé se succèdent pour le saluer. Jean-Marie repart en prison. Dans 2 ans et demi, il pourra faire une demande de sortie en liberté conditionnelle.